Président de la République française, sur la démocratisation de l'Afrique. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, à l'ouverture de cette 18e conférence chefs d'État et d'Afrique, je veux vous dire la joie qui est la mienne de vous retrouver ici, à Biarritz. Je remercie particulièrement le président Bongo et n'oublie pas ses derniers propos pour la présidence qu'il a exercée depuis le sommet de Libreville. Lui-même a salué cette occasion la mémoire du président Houphouët-Boigny qui a tant donné à son pays et à l'Afrique. J'ajouterai celle de Pierre Bergoa qui m'avait représenté lors de la rencontre de Libreville. Enfin, je suis très heureux d'accueillir à nos assises auxquelles leur pays participe pour la première fois le président d'Érythrée, de l'Éthiopie, de Zimbabwe ainsi que le vice-président de l'Afrique du Sud. Eh bien, nous voici réunis avec 35 représentants de l'Afrique pour traiter de quelques grands problèmes du monde et du continent. Et je vois dans votre présence à vous tous le témoignage de la solidité des liens qui nous unissent. Nous ne sommes pas là pour une célébration, simplement un rituel, et je vous proposerai durant ces 2 jours d'examiner quelques sujets majeurs auxquels nous sommes confrontés. Chacun dans nos pays et les réponses que nous pouvons collectivement apporter à l'Afrique en général. Posons 3 questions qui exprimeront bien ce que je veux dire. La première est celle-ci. L'Afrique a le droit à la justice et à la liberté. Comment y bâtir et comment y consolider la démocratie et l'état de droit? Voilà une question fondamentale, nous l'avons traitée ensemble à diverses reprises, particulièrement à la Baule, mais la réponse nous appartient de l'apporter chaque jour. La deuxième est celle-ci. L'Afrique a droit à la paix et à la sécurité. Comment y prévenir les conflits, comment arrêter les guerres et les violences? Bref, comment changer le cours des choses? Une troisième question est celle-ci. L'Afrique a droit au mieux-être. Comment y organiser de façon continue le développement et la croissance? Car c'est une évidence maintes fois répétée, trop souvent ignorée, aucun de ces 3 termes ne va sans les autres. J'entends beaucoup d'observations et de critiques. On ne fait jamais aussi bien qu'il faudrait, j'en conviens. On porte en soi un idéal qui est difficile de mettre en œuvre. L'essentiel étant cependant de poursuivre sa route sans perdre sa direction. Les passions des hommes, les difficultés de l'histoire, les antagonismes, l'effet des conflits extérieurs pèsent sur le cours des choses. Rappelez-vous, il y a 4 ans, à la Baule, j'avais mis l'accent sur la nécessité de lier intimement démocratie et développement. Et le terrain parcouru depuis lors est considérable. Si l'on fait le compte, pour ne parler que de l'Afrique francophone, sur les 22 pays représentés à la Baule, tous ont instauré le multipartisme. Je l'avais connu au point de départ et bien auparavant, car j'ai commencé de parcourir l'Afrique, certains d'entre vous s'en souviennent, dès 1946-1947. Et j'y allais chaque année. Le multipartisme était ignoré, sauf dans 2 ou 3 pays dont la tradition était forte. 17 d'entre vous ont adopté de nouvelles constitutions. En 4 ans, il s'est tenu une 50aine d'élections générales, référendums, élections législatives, élections présidentielles. La France a apporté ce concours et n'oublie pas que les acquis doivent être consolidés et n'imagine pas que l'ensemble des pays francophones d'Afrique se comportent soudain comme des disciplines fidèles de Montesquieu. Nous avons nous-mêmes quelques peines à y parvenir. Voyons aujourd'hui comment progresser. Je reprends mes questions, par exemple, comment concilier dans une démocratie en voie de formation la règle de la majorité avec la garantie des droits de la minorité. Certains de nos pays occidentaux sont habitués à ce débat. L'opposition jouit des mêmes droits que la majorité. Cependant, la majorité a le pouvoir de gouverner. Comment ne jamais dépasser la ligne jaune gouverner sans opprimer, et d'autre part gouverner en veillant à ce que les institutions soient toujours respectées? Il serait très mauvais qu'un partage des dépouilles s'instaura au détriment des minorités, surtout lorsque ces minorités ne sont pas des minorités politiques, mais souvent des minorités ethniques. Comment consolider l'état de droit et ses corollaires? L'indépendance de la magistrature, la liberté de la presse, la lutte contre la corruption, ces efforts est entrepris dans de nombreux pays. On sait que la route est longue et que les obstacles sont nombreux. Il faut donc continuer de se poser la question comment enraciner la démocratie locale, sinon grâce à des collectivités territoriales élues, des libertés municipales garanties, une décentralisation effective. Le premier progrès accompli serait vite remis en cause, les mouvements vers la démocratie dans vos pays s'arrêtaient en chemin au point où elle en est. Je le répète, sans sécurité, il n'y a ni paix ni développement possible. Du Libéria au Rwanda, c'est la même logique qui prévaut. La logique de guerre qui fait le malheur de l'Afrique depuis trop d'années. Sur l'ensemble du continent, il existe une douzaine de foyers de tensions, d'affrontements endémiques et de ce fait, 32 000 casques bleus, observateurs et forces de maintien de la paix sont déployés par la communauté internationale
sur le sol africain. Après les luttes pour l'indépendance, puis les conflits avivés et entretenus par les rivalités de la guerre froide, force est de constater que la plupart des conflits éclatent à l'intérieur des États, qu'ils soient ou non encouragés par un voisin, ce qui arrive souvent. Ce sont des guerres civiles larvées ouvertes souvent dont les causes sont multiples. Nul n'envisage à juste titre de remettre en cause par exemple le tracé des premières frontières héritées de la colonisation. C'était une décision sage de la société internationale que de dire « on en reste là », sans quoi il aurait fallu redécouper la plupart des États existants, formés à l'école coloniale. Aucun d'entre vous ne saurait attendre passivement que la manne de la croissance vint apaiser les rancœurs et les frustrations. Il vous faut donc enrayer cet engrenage. L'action humanitaire, quelle que soit la générosité qu'il inspire et le dévouement qu'elle manifeste, ne peut tout résoudre. Pouvons-nous prévenir les causes des conflits d'abord une évidence? La démocratie, le respect de la majorité et la reconnaissance des droits des minorités restent la meilleure prévention contre la violence. Je me souviens avoir tenu ce discours au nom de mon pays au début des guerres internes dans l'ancienne Yougoslavie. Si on avait commencé par reconnaître les droits des minorités, par les définir donc, et le cas échéant les frontières qui n'avaient pas de valeur internationale à l'époque, peut-être aurions-nous pu éviter bien des conséquences dramatiques. Permettez-moi une autre remarque, des forces armées toujours plus nombreuses et coûteuses ne constituent pas la meilleure réponse aux problèmes de sécurité auxquels vous êtes confrontés. Moins de milices ou de commandos parachutistes, des forces de gendarmerie ou de police respectueuses des principes républicains rendraient sans doute à la stabilité de vos États de meilleurs services. Face aux dangers de guerre reste la diplomatie préventive. On en connaît les limites, bon office, conciliation, médiation, table ronde, arbitrage international. L'éventail des formules est large et largement éprouvé par ceux qui ont la charge, notamment Monsieur le ministre des Affaires étrangères français, qui doit passer le plus clair de son temps à concilier, à médiatiser, à discuter, à débattre, à arbitrer, sans toujours percevoir quelle récompense se trouve au bout de temps perdu. Enfin, chaque fois que la France est sollicitée, elle s'y emploie avec discrétion dans le respect de la souveraineté de chacun. Je considère comme un honneur pour mon pays, quel que soit le gouvernement, ce point de vue à montrer la même disponibilité que la France soit toujours trouvée au premier rang des nations disponibles. Dans le fleuve Sénégal, le Zaïre, en passant par le fleuve Niger, vous le savez, vous avez pu le constater tantôt seul, tantôt avec d'autres partenaires européens ou africains, nous avons, selon vos suggestions, recouru à toute formule. Dans la plupart des cas, le succès a été au rendez-vous, même si j'évoque le drame du Rwanda, nous étions près d'une solution. Après les négociations d'Arusha commencées en juillet 1992, conclues en août 1993, les conditions de la mort du président Habyarimana, la guerre civile et le génocide qui en sont suivis, ont interrompu un processus de rétablissement de la paix qui était approuvé par l'ensemble des parties. Je dispose toujours de nos archives des correspondances et des lettres de remerciement adressées à la France par les deux parties en présence, et notamment par les responsables actuels du Rwanda. Mais la France ne peut pas être à elle seule chargée d'éteindre les incendies. Il faut donc donner une chance à la sécurité collective. Nous nous réjouissons par exemple que la décision prise au sommet de l'Ouawa à Dakar en 1992 de créer un mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits ait été formellement adopté au sommet du Caire en juillet 1993. Ce mécanisme a déjà joué au Congo ou ailleurs un rôle appréciable. Mais ce mécanisme est dépourvu de tout moyen matériel ou logistique. Que ces exemples récents nous inspirent et nous permettent d'aller plus loin. De même, réfléchissons à la possibilité d'améliorer l'efficacité de l'Organisation des Nations Unies en Afrique. L'action patiente du secrétaire général M. Boutros Ghali et de ses représentants au Burundi, en Angola ou au Mozambique a fait ses preuves. Mais lorsqu'il s'agit d'intervention de maintien de la paix, qui nécessite des troupes et, je le répète, de la logistique, les Nations Unies dépendent entièrement de la bonne volonté des pays contributeurs, ce qui fut le cas au Rwanda. Après avoir décidé le retrait de la MINUSMA des premiers massacres, les Nations Unies adoptèrent le 17 mai dernier la résolution 1918 autorisant l'envoi d'un nouveau contingent à Kigali. Un mois après ce vote, aucun soldat n'était arrivé sur place, les premières troupes n'étaient annoncées que pour la mi-août.
C'est à ce moment-là que nous avons pris la décision de procéder à l'opération turquoise. On voulait nous retenir au point de départ et ensuite on voulait nous garder. Le mandat de la mission turquoise, approuvé par le Conseil de sécurité, était de sauver les hommes et des femmes, des enfants jusqu'à ce que la force des Nations Unies arriva au Rwanda. Ça ajoute que de nombreux pays africains, Sénégal, Égypte, Mauritanie, Tchad, Congo, Togo, Guinée-Bissau, ont participé avec la France à cette mission humanitaire. Je les en remercie. Plusieurs d'entre vous m'ont suggéré ensuite la formation d'une force interafricaine de paix qui pourrait être employée en urgence dans de telles situations, en attendant que le dispositif des Nations Unies se mette en place. La France est prête à apporter ce concours, technique ou logistique, mais c'est à vous, Africains, d'en définir les contours, les missions et les conditions d'emploi. Nous en discuterons de notre côté avec nos partenaires européens. Mais voyez la somme des interrogations. Sous l'autorité de qui il faut quand même un principe de droit, on change aux Nations Unies. D'autre part, il faut un commandement. Qui l'assumera? D'autre part, il ne faut pas que cette mission soit confondue avec une sorte de sainte alliance que j'évoquais avec M. le Premier ministre ce matin. Au Xe siècle, en Europe, elle n'était que la protection assurée des régimes en place. Il faut éviter que toute une série de confusions qui discréditerait une force de guerre, une force de ce genre. Donc, j'en suis partisan, la France vous aidera. Encore faut-il préciser très exactement le cadre de son action. En vérité, vous le savez, aucune police d'assurance internationale ne peut empêcher un peuple de s'autodétruire. Et on ne peut pas demander non plus l'impossible à la communauté internationale, et encore moins à la France, tant elle est seule, lorsque les chefs locaux décident délibérément de conduire une aventure à la pointe des baïonnettes ou de régler des comptes à coups de machette. Après tout, c'est de leur propre pays qu'il s'agit. Cela n'excuse rien et même aggrave. Mais comment serions-nous juges ou arbitres? Ce n'est pas tant à la communauté internationale que ces fauteurs de guerre doivent rendre des comptes, mais avant tout à leur peuple, à leur propre président, et je crains, dans certains cas, le jugement de l'histoire. L'Afrique, on le sait, et c'était fort bien dit par le président Bongo, est plus fragile des continents. Elle a été frappée de plein fouet par la crise mondiale. Certains de vos pays, le niveau de vie a baissé de 40% en 10 ans. La chute des cours des matières premières dans des pays sans autres ressources d'exportation, le poids écrasant de la dette, l'explosion démographique, la sécheresse, nous connaissons toutes les causes de la stagnation. Ces causes sont réelles même si elles ne doivent pas servir d'alibi à la mauvaise gestion, à la fuite des capitaux ou à l'accaparement des richesses par une minorité. Mais nous ne nous trompons pas. Certains voudraient que l'Afrique fût seule responsable de ces malheurs. Ainsi, espèrent-ils se faire pardonner leur cécité ou leur égoïsme. Non, la responsabilité se partage. Est-il acceptable qu'au cours de ces dernières années, les flux nets d'aide publique vers l'Afrique soient devenus négatifs et que certains d'entre eux aient dû rembourser à leurs bailleurs de fonds des montants annuels supérieurs au volume d'aide qu'ils reçoivent? Vos pays se seraient-ils subitement enrichis pour mériter un tel traitement? C'est un sujet que j'ai souvent traité avec vous. La France est souvent intervenue à vos côtés. Des mécanismes de régulation internationaux ont été ébauchés ou mis en place depuis les années 1970. Mais on ne peut pas dire qu'ils aient vraiment fonctionné ou joué en faveur de l'Afrique. Échec des accords de produits pourtant très prometteurs, traitement insuffisant de la dette, stagnation ou recul des flux d'aide. Le sort de l'économie africaine a été abandonné au seul marché, donc à la loi du plus fort. Vous, chefs d'État et de gouvernement, vous avez des devoirs envers vos peuples. Il vous faut tout mettre en œuvre pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire qui met à l'abri de bien des malheurs. Quant au programme d'éducation primaire et à la mise en œuvre d'une politique de santé publique, ce sont des priorités à réaliser rapidement. Les programmes élaborés par la coopération française prévoient précisément de vous y aider.